Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette première vidéo de 2021 et je vais faire mon top lecture 2021. Alors il va pas être très long parce que cette année j'ai pas lu un très grand nombre de livres, ça n'a pas été une année très prolifique en lecture. Malheureusement, j'ai expérimenté quand même pas mal de pannes de lecture, j'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à m'y mettre, j'avais souvent des difficultés, ça revenait puis ça repartait, bref c'était vraiment compliqué. Donc bon, je me suis pas non plus trop mis la pression, je me suis dit il y a des périodes j'ai pas envie de lire et bah je lis pas, c'est pas grave. Mais j'espère que 2022 va voir revenir mon envie de lire et ma capacité de lecture parce que des fois ça m'a vraiment manqué. Malgré tout, même si je n'ai pas fait beaucoup de lectures, j'ai quand même fait des très belles découvertes et c'est ça que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Et le premier gros coup de cœur que j'ai eu en 2021, je pense que c'est Bépocalypse de Ariel Holst. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo coup de cœur et très clairement, effectivement, ça a été un très gros coup de cœur. Alors j'adore les romans d'Ariel Holst, la plupart du temps quand je découvre un roman d'Ariel Holst, je sais que je ne vais pas être déçue. Je sais que ça va me plaire parce que j'aime beaucoup en fait son style, j'aime son style d'écriture, j'aime l'humour qu'il met dans ses romans, j'aime les personnages, j'aime la manière qu'il a de construire son histoire. Bref, à chaque fois j'apprécie beaucoup, donc je savais que je ne serais pas déçue. Et là effectivement j'ai été particulièrement conquise par ce roman. Alors en fait, dans l'histoire, on est 8 ans après l'apocalypse du 21 décembre 2012. Je sais pas si vous vous souvenez de cette date qui était gravée dans le marbre. On nous disait que le calendrier Maya nous prévoyait la fin du monde. Eh bien, elle a bel et bien eu lieu et on se retrouve 8 ans après dans la ville de Concordia, une ville en fait qui essaye de survivre après cet apocalypse. Là, on retrouve plusieurs personnages, notamment des adolescents. Comment est-ce que des adolescents évoluent dans ce monde complètement chamboulé? Et on suit en particulier le personnage de Samsara, qui est une jeune fille qui n'a pas froid aux yeux, qui est vraiment pleine de valeurs, qui a plein d'envie, qui est combative, et ses amis aussi qui sont autour d'elle. Donc dans cette histoire, après, on va découvrir plein de choses. La ville en elle-même est déjà un personnage à part entière. On va découvrir plein d'endroits différents de la ville. On va découvrir aussi plein d'autres personnages. Il y a vraiment des sujets plutôt d'actualité, puisqu'on va venir parler aussi un peu de racisme, de tolérance, de différence, puisqu'il y a des personnages qui sont un peu mutants et qui vont avoir beaucoup de mal à se faire accepter. Bref, il y a énormément de choses condensées dans ce roman et on y croit. Je trouve qu'on y croit de A à Z et pour moi ça marche notamment parce que la psychologie des personnages est hyper bien travaillée. Les personnages, ils sont pas parfaits. Comme tout être humain en fait, ils sont parfaitement imparfaits, ils font des erreurs, ils disent des choses qu'ils devraient pas dire, ils font des choses de travers et après ils essayent comme ils peuvent de rattraper et c'est tout à fait plausible en fait. Pour moi c'est ça, un être humain, c'est quelqu'un d'imparfait et on aime ces personnages avec leurs imperfections et ça j'ai trouvé que ça marchait super bien, c'est hyper plausible. Et puis toujours cette fluidité dans le texte, dans le style d'Ariel Holst. Donc vraiment on est emporté par l'histoire, on se laisse emmener de A à Z et pour moi ça marche super bien, c'est hyper plausible en fait, on y croit. On se laisse porter et toute l'histoire nous apprend plein de choses sur ce nouveau monde, on découvre de plus en plus de choses et on est vraiment emporté. Moi j'ai été complètement emportée, je l'ai lu quasiment d'une traite et pour moi c'est une énorme réussite. Évidemment, je ne pourrais pas faire un top de l'année 2021 sans parler des livres de la Terre fracturés. Donc ça, c'est une saga, une trilogie en fait que j'avais déjà commencé en 2020, mais j'ai lu les deux derniers tomes en fait en 2021. Donc j'en parle quand même parce que ça a été un énorme et monumental coup de cœur pour moi. J'ai adoré et vraiment N.K. Jemisin est l'une de mes autrices préférées, je crois, aujourd'hui parce que c'était incroyable. Alors dans cette histoire, on est vraiment là aussi dans un monde un peu post-apocalyptique. La Terre est très abîmée, elle est très hostile en fait pour les êtres humains. Et parmi les êtres humains, il y a les orogènes, ce sont des personnes en fait qui ont une sorte de pouvoir magique qui permet de se projeter dans la Terre et d'en tirer en fait de la force, d'en tirer leur pouvoir et de manipuler la Terre.
Alors les orogènes, ils sont vus comme des gêneurs, d'ailleurs c'est un mot qu'on utilise très souvent pour eux, par les autres êtres humains, ils ne sont pas du tout acceptés, souvent les autres êtres humains les rejettent, et d'ailleurs ils sont pas mal réduits en esclavage, on leur fait miroiter qu'ils sont des personnes très importantes, mais en vrai on les parque quasiment et on les apprivoise comme des animaux en leur disant exactement comment est-ce qu'ils doivent se comporter, et il y a une éducation qui est très rude avec les orogènes, et j'ai trouvé que ça c'était très intéressant puisque malgré tout c'est le seul espoir de survie de la race humaine, et c'est quand même eux qu'on va maltraiter. Et donc dans tout ce contexte, on va suivre le destin d'une femme qui s'appelle Esun, et on va suivre de A à Z son histoire, on va vraiment suivre tout ce qu'elle va traverser, on va s'attacher à elle, on va voir tous les gens qu'elle découvre, on va voir tous les gens qu'elle va aimer, les gens qu'elle va détester, et on va vraiment être plongé au cœur de sa vie. Et alors, c'était d'une beauté extraordinaire. Le texte est un petit peu perturbant au départ. La manière d'écrire de N.K. Jemisin peut être un peu perturbante au départ, et j'ai trouvé le texte assez dense, donc assez long à lire. Enfin, j'ai mis du temps à lire ces livres, mais malgré tout, je ne regrette pas une seule seconde. Il y a énormément de sujets intéressants qui sont abordés dans cette histoire. On parle de féminisme, on parle de différence, de racisme, de tolérance, on parle d'énormément de choses. C'est hyper complet, hyper complexe. Je ne m'attendais pas à une telle complexité quand j'avais commencé le premier tome. Je m'attendais à quelque chose d'intéressant, à quelque chose voilà, de bien construit, de bien fait, mais une complexité aussi monumentale, non, je ne m'y attendais pas. Et cette complexité, elle continue à se développer au fur et à mesure des 3 tomes. Et ça, je trouvais ça incroyable, parce que vraiment la manière que l'autrice a de distiller l'univers qu'elle a créé est hyper bien faite, ce qui fait qu'on n'est jamais en fait submergé par trop d'informations. Tout arrive au fur et à mesure en fait, en temps et en heure. On est vraiment plongé petit à petit au cœur de l'histoire. Et d'ailleurs, la plupart des découvertes que l'on va faire nous en tant que lecteurs, on les fait en même temps que la personnage principale. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est excessivement touchant en plus. Je veux pas trop vous en dire sur l'histoire, je reste assez vague parce que je veux vraiment que vous le découvriez et que, enfin pour moi c'est quelque chose qui se découvre, qui se déguste, donc j'ai pas envie de trop vous en dire, mais très clairement on est sur une histoire très touchante, avec énormément de très beaux symboles, de très belles choses, et moi la fin du 3e tome m'a clairement fait pleurer parce que c'était beau, et pour ceux que ça pourrait inquiéter, sachez que la fin est à la hauteur de tout le reste de l'histoire. Voilà, je vous en dis pas plus, parce qu'il n'y a pas besoin, mais moi qui suis quelqu'un qui a très souvent peur d'être déçu par la fin d'un livre, et ben là pour le coup, j'ai pas du tout été déçue. Pour moi, la fin était parfaite. Et ça, je pense que c'est suffisamment rare pour être souligné. Alors, après les livres de la Terre fracturée, il y a une 2e lecture que je ne peux pas ne pas mettre dans mon top 2021, c'est évidemment Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, que j'ai adoré. Là aussi, je l'ai dévoré. Alors moi, je l'ai acheté en poche, du coup, il était en 2 tomes, ce qui me l'a rendu beaucoup moins effrayant. On va pas se mentir, beaucoup moins effrayant que s'il avait été en un seul tome hyper énorme. J'ai trouvé ça beaucoup plus digeste et beaucoup moins inquiétant, donc je pense aussi que ça a facilité ma lecture. Mais quel coup de cœur, quelle merveille ce roman, j'ai adoré. Alors pour l'histoire, je vais résumer d'une manière absolument atroce, je pense, parce que c'est hyper compliqué de résumer Le Prieuré de l'Oranger avec seulement quelques phrases, tellement l'histoire est complexe et vaste. Et donc je ne vais pas du tout être à la hauteur de ce roman, mais c'est pas grave, c'est pour vous donner une idée. En gros, on est dans un monde qui est divisé en 2, divisé par des croyances, divisé par des guerres. Et entre les deux, il y a cet abysse, cette mer en fait qui sépare complètement ces 2 royaumes, et on va suivre des personnages sur chacun des royaumes. Malgré tout, il y a quelque chose de commun, c'est qu'ils ont en fait un ennemi commun, alors je sais pas trop comment ça se prononce, j'ai toujours dit worm, mais peut-être que ça se dit autrement, WYRM, c'est-à-dire des, entre gros guillemets, méchants dragons, qui ont détruit une partie, qui pourraient détruire une partie du monde, et certains vont continuer à aimer les dragons, donc les gentils dragons, et détester les worms, et d'autres, l'autre partie du royaume va être vraiment on met tous les dragons dans le même panier, ils sont tous méchants.
pire résumé de la planète. Donc on va suivre en fait de chaque côté des personnages différents. D'un côté on va avoir la reine Sabran qui doit donner une héritière à son Rhénome parce qu'en fait tout le monde pense que c'est grâce aux héritières du royaume que les Worms ne se réveillent pas. Et elle est surveillée, protégée même par une jeune femme que j'adore, Ead Durian, qui est une de ses suivantes. Et de l'autre côté, on va suivre le personnage de Tané, qui veut devenir dragonnière et donc qui va créer un lien particulier avec un dragon, puisque c'est son destin, c'est vraiment ce qu'elle a toujours voulu. Voilà, énorme résumé, très très pourri par rapport à la beauté et à la complexité de l'histoire, mais en même temps je veux pas vous en dire plus parce qu'il y a tellement à découvrir dans cet univers qui est là aussi très bien construit, très complexe, sans être indigeste, que je préfère rester hyper en surface. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé de lire ce roman et qui se sont arrêtés assez vite. Effectivement, le début du roman peut être un petit peu perturbant parce qu'on nous annonce beaucoup de personnages, on nous présente beaucoup de choses. C'est un peu rapide, on rentre en fait tout de suite dans l'histoire et au départ, je suis d'accord qu'il faut un tout petit peu s'accrocher sur les, je dirais, 50 premières pages parce que on nous donne d'un coup tous les personnages, on nous donne d'un coup vraiment la situation et on n'a pas vraiment le temps de s'habituer aux choses. Petit à petit, j'ai trouvé malgré tout qu'on s'habituait énormément et que justement, on est de plus en plus à l'aise avec l'histoire et ça y est, les choses commencent à se mettre en place, les différents personnages, on commence à bien les repérer et on est beaucoup plus à l'aise pour ensuite vraiment profiter de l'histoire. Et l'histoire, c'est pas seulement la chose qu'il va y avoir à retenir dans ce roman, puisqu'il y a aussi énormément de messages positifs, il y a énormément de diversité, il y a des messages féministes, il y a beaucoup de messages de tolérance, de bonté, de pardon, bref, il y a énormément de choses, et là encore, ce que j'ai beaucoup apprécié, ce sont les personnages, puisqu'ils ne sont pas manichéens. Les personnages font des choses parce qu'ils ont besoin de se protéger eux-mêmes, parce qu'ils ont besoin de s'apporter quelque chose à eux-mêmes, parce qu'ils ont leurs propres raisons, leurs propres buts, leurs propres objectifs. Et parfois, avec d'autres personnages, ça rentre en conflit. Et du coup, là, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. En fait, que c'était très plausible, encore une fois, ces personnages, puisqu'ils ne sont pas parfaits. Loin de là, ils sont très imparfaits, ils font des erreurs, ils font des choses qui ratent, ils essayent parfois de réparer. Des fois, des personnages complètement opposés vont devoir s'allier pour réussir à faire quelque chose. Et on y croit. Enfin, moi, je trouve qu'on y croit de A à Z. On est vraiment dans quelque chose de plausible. Les personnages sont tout à fait attachants. On a envie de les croire, on a envie de les suivre, on a envie de savoir ce qui va leur arriver. Même ceux qu'on n'aime pas trop. Parce que des personnages qu'on ne va pas trop aimer, ça, il y en a, et pareil, j'ai trouvé que ça marchait très bien, puisque effectivement, il y a des personnages, dès le début, on ne peut pas les sentir. Et c'est drôle parce que parfois quand je parle avec des personnes qui ont lu ce roman, il y a des personnages que moi j'ai adorés, que eux ils n'ont pas du tout aimé, et ça je trouve que ça marche très bien parce qu'on est vraiment dans une psychologie très complète, très concrète des personnages. Et forcément, ça va résonner avec certains lecteurs, lectrices et pas d'autres. Et je trouve ça c'est hyper fort comme effet, puisque effectivement on ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas apprécier tout le monde. Et là pour le coup, on le voit très très bien, la psychologie des personnages est suffisamment développée pour qu'on se fasse notre propre opinion. Donc là, je sais pas si je vous le présente comme il faut, parce que vraiment, il y a tellement de choses à dire sur ce roman, je vous avais fait une vidéo dessus, je vous la remets dans le petit i pour que vous puissiez aller la voir, mais j'espère que je vous donne quand même envie. Lisez Le Prieuré de l'Oranger, je vous promets que vous ne serez pas déçus. Ensuite, il y a une lecture que j'ai adorée cette année, même 3 lectures dont je vous ai déjà parlé et que j'adore par-dessus tout. Je vous en reparlerai d'ailleurs de ma dernière lecture de cette collection parce que je l'ai faite il n'y a pas très longtemps et je vais vous en parler très très vite. Mais il faut absolument que je vous parle à nouveau de la collection De l'autre côté du mythe chez Gulfstream et écrit par Flora Boukri. Alors là, je vous présente Ariadne, j'ai aussi Penthesilea et récemment j'ai reçu Medusa. Que j'ai adoré aussi, hein, donc voilà. Et en gros, cette collection, elle permet de découvrir les femmes un peu oubliées, les figures féminines complètement oubliées et pourtant décisives et hyper importantes de la mythologie grecque. Là encore, je trouve que c'est génial. Honnêtement, je ne vous en parlerai jamais assez de cette collection De l'autre côté du mythe. J'aime beaucoup. C'est très sombre.
très sombre, beaucoup plus sombre que ce que je pensais. Le style est très beau, Flora Boukri écrit très bien, je trouve. Le style est assez sombre, le style est assez... il se passe quelque chose, vraiment, ça vient nous toucher. Et c'est vraiment pour parler d'un destin d'une femme. Alors là, par exemple, Ariane, il y a Penthesilea, Méduse, donc d'une femme qui a un rôle important dans la mythologie grecque, mais dont on ne sait quasiment rien. Et dont on ne parle pas du tout. On parle toujours de ces héros grecs, de leur bravoure, de leur force, de ceci, de cela, et on oublie complètement ces femmes qui parfois se sacrifient complètement, on oublie complètement ces femmes à qui il arrive des choses terribles, on oublie complètement ces femmes qui ont pourtant un rôle décisif, comme par exemple Ariane, dans un mythe. À chaque fois, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le roman commence avec le point de vue de la personnage en question, Ariane, Penthesilea, Méduse. Donc on a le point de vue du personnage, mais pas que, on va aussi avoir le point de vue de son entourage. Souvent sa sœur, souvent sa mère, une autre femme, les dieux aussi qui accompagnent ces personnages, parce qu'il y a toujours un dieu ou une déesse de la mythologie qui accompagne ce personnage d'une bonne ou d'une mauvaise façon d'ailleurs, c'est parfois un peu malsain, malveillant. Et on va avoir donc ces personnages-là aussi qui apportent leur point de vue sur l'histoire. Et en général, on a le point de vue du héros dont il est question dans le mythe. Par exemple, on va avoir Thésée pour Thésée et le Minotaure, on va avoir Persée, on va avoir... Bref, des personnages qui sont vraiment... qui font partie intégrante du mythe, mais qu'on a plus l'habitude de voir. Et eux, en général, leur voix au chapitre, finalement, elle est très réduite. La partie où c'est eux qui parlent est souvent très réduite, et on a ce regard d'homme sur ces femmes qui sont hyper importantes. Là encore, j'ai trouvé que c'était assez complexe comme roman, parce que il se passe plein de choses. C'est très féministe, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans, on apprend beaucoup de choses, et on est vraiment dans la découverte de ce personnage féminin et de ce qu'elle traverse, et de l'importance qu'elle peut avoir, et de l'impact que ça a sur sa propre vie. Donc vraiment, très belle lecture, je vous conseille De l'autre côté du mythe. Ça se lit très vite, c'est des petits romans, c'est des romans que vous trouverez au rayon adolescent plutôt, et effectivement ça se lit assez vite, il y a ce côté jeunesse, mais malgré tout je trouve que pour un roman jeunesse c'est très sombre, il y a une ambiance qui est lourde, on sent qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles, qu'il va y avoir des sujets difficiles abordés, et pour moi du coup ça marche hyper bien. Ensuite, après toutes ces belles lectures, j'ai envie de vous présenter 2 lectures graphiques que j'ai aussi adorées en 2021. Et la première, c'est Lightfall de Tim Probert, La dernière flamme. Et donc là, c'est un tome 1, dans lequel en fait on suit l'histoire de Béa, une jeune fille qui vit avec son grand-père. Et son grand-père, dès le début de l'histoire, est kidnappé, et donc elle va devoir partir pour retrouver son grand-père et trouver où il est. Elle va être accompagnée dans son voyage, dans son périple, par Cad, un Galdurien, c'est lui, qui va énormément l'aider à surmonter ses peurs, parce que Béa, elle souffre d'anxiété, elle a beaucoup d'angoisse, et parfois elle est paralysée par ses angoisses. Alors déjà, l'histoire est très mignonne, bien amenée, on a hâte de savoir ce qui va se passer. Je trouve qu'on saute pas du coq à l'âne, on est vraiment dans une continuité permanente avec cette histoire, et du coup c'est très agréable à lire, très fluide. Je trouvais ça très joli, on s'attache tout de suite à Béa, on a envie de l'aider, on a envie d'être près d'elle en permanence. Et en plus de ça, je pense que ce qui m'a le plus appelé et emmené dans ce livre, c'est les dessins qui sont magnifiques. Ce sont vraiment des dessins d'une beauté incroyable. Je vous les montre un petit peu. On a vraiment des couleurs magnifiques, des jeux de lumière aussi qui sont incroyables. Et puis la manière dont sont dessinés les personnages, c'est très doux. Et je trouve que ça marche vraiment très bien. On est sur une très belle bande dessinée. Il y a aussi beaucoup de feel good, malgré le fait que ça parle d'anxiété, parce que c'est justement assez déculpabilisant, décomplexant, dire oui, l'anxiété, l'angoisse, ça peut être présent dans la vie. Malgré tout, Béa, elle fait des choses, elle n'hésite pas, elle fait quand même ce qu'il y a à faire, malgré l'angoisse. Et c'est exactement, finalement, ce qui se passe pour plein de gens. Donc je trouve que c'est hyper intéressant et vraiment très joliment amené, très joli. On a tout ce côté bienveillance envers soi-même, accepter que parfois on peut avoir des angoisses. Et son ami Cad qui est aussi là pour dire oui, parfois tu as des angoisses, mais moi je suis là pour t'aider, tu n'es pas seule et je peux être avec toi.
Et enfin, mon dernier coup de cœur de cette année 2021, c'est Aria de Kozue Amano, un manga qui est magnifique et qui est pour moi un des plus beaux et un des plus agréables que j'ai pu lire. Aria, c'est l'histoire de Akari, donc la jeune fille qui est sur la couverture, qui est une terrienne et qui vient habiter sur Mars, qui a été terraformée pour ressembler à Venise. Et donc maintenant, on a vraiment une très belle cité avec des canaux partout. Et il y a donc des personnes qui conduisent des gondoles et Akira, elle veut devenir gondolière. On va donc suivre son apprentissage, on va donc suivre ses amitiés, la manière qu'elle a de se créer une nouvelle vie sur Mars, donc sur cette néo-Venise, et vraiment, il n'y a que du bien-être. Pour moi, ça se hisse au niveau de minuscule. C'est des petites tranches de vie avec des jolies petites histoires, mais jamais rien de terrible, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de méchanceté, il ne se passe rien de triste. C'est juste hyper agréable, dans un très joli décor et avec un personnage qu'on a vraiment envie d'adorer. Ce que j'aime aussi beaucoup, et je vais vous le montrer, ce sont les dessins. Un peu comme pour Minuscule, on a des dessins en fait où il y a pas mal de détails et malgré tout qui sont très lisibles, qui gardent en fait une grande clarté. Parfois ça peut être ce que je reproche à certains mangas, c'est que ça manque de clarté. Là au contraire, beaucoup de clarté, on suit facilement ce qui se passe, on suit facilement l'action, on suit facilement en fait tout ce qui est en train de se produire. Les personnages ont des expressions du visage facilement lisibles aussi, donc vraiment j'ai trouvé que c'était très très beau et en fait on a juste envie de suivre cette histoire, on a juste envie de suivre Akira, on a envie qu'elle devienne une gondolière de talent, on a envie qu'elle se fasse plein d'amis, on a envie qu'elle vive des aventures agréables et qu'elle vive des belles choses en permanence. Et c'est tout. Donc pour moi, on est vraiment dans le cocooning et le feel good de l'extrême, encore une fois. Pour moi, ça se hisse au niveau de Minuscule, comme je l'ai dit, parce que vraiment, c'est sublime et ça permet de passer un moment agréable, de suivre une jolie tranche de vie, une jolie histoire agréable, sans s'inquiéter qu'il se passe des choses tristes, sans tension, sans rien, c'est juste agréable. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de découvrir certains de mes coups de cœur de l'année 2021. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle année 2022, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.